En septembre 2022, en Iran, Mahsa, 22 ans, a été arrêtée par la police des mœurs. Elle a été accusée de ne pas être habillée conformément aux normes exigées par le régime et a fini par être emmenée dans un centre de détention. Mais ce même jour, à seulement 5 jours de son 23e anniversaire, elle a quitté les lieux en ambulance et est décédée. La mort de Mahsa est très suspecte, car même si la police affirme qu'elle a eu un arrêt cardiaque, ce n'est pas ce que rapporte le rapport de l'hôpital. Elle est arrivée à l'hôpital avec un saignement à l'oreille, ce qui indiquait clairement que quelque chose s'était passé à l'intérieur du crâne. Il existe des images d'elle au centre de détention, mettant la main sur la tête, se plaignant de maux de tête, ce qui contredit toute supposition d'une crise cardiaque. Et ce qui se passe dans le pays après que cette affaire soit devenue publique finit par changer à jamais l'histoire de l'Iran. Dans l'histoire moderne du pays, de nombreux moments marquants existent, mais le plus célèbre reste sans doute la révolution de 79. Mais après Mahsa, une nouvelle chronologie est apparue. Il y a un Iran avant et un Iran après sa mort. Les joueurs de l'équipe nationale iranienne de football ont refusé de chanter l'hymne national lors de la Coupe du Monde 2022. Des femmes ont commencé à poster des vidéos sur Internet où elles se coupent léger les cheveux et brûlent leur hijab en public. Tout cela parce qu'ils voulaient du changement. Et c'est très triste de savoir que des gens doivent mourir pour que des changements historiques dans des pays comme celui-ci puissent avoir lieu. C'est le cas de Mahsa Amini, qui après avoir été tué à l'âge de 22 ans, est devenu un symbole de lutte et de résistance pour de nombreux citoyens d'Iran. Script adapté de la chaîne de Gisèle Yildiz, consacrée aux crimes survenus surtout en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, y compris les crimes d'honneur. J'ai souvent évoqué Gisèle sur la chaîne, car nous nous connaissons depuis plusieurs années et son contenu est excellent. Mais aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Nous ne nous étions jamais rencontrés avant aujourd'hui, car elle est en Irlande comme touriste et est venue me voir. Et bien sûr, il était impossible que je ne l'invite pas à être présente ici sur le plateau d'Archives Mystères. Viens ici. Les amis, j'adore être ici, j'adore vraiment. Ah, c'est super. On s'est vu aujourd'hui, Ça fait deux jours. Ça fait 2 jours, on n'a pas encore pris de photos, on va encore en prendre une. Aujourd'hui, c'est pour prendre une photo. On va enregistrer un podcast. Quand la vidéo sortira, le podcast sera déjà en ligne, non? Je vais enregistrer avec elle, toi tu en feras 2, tous sur des crimes. Celui-ci sera enregistré. Je ne connais pas la date de sortie et aujourd'hui elle va enregistrer avec Andy Santos, mon ami de Cappadoce, qui est ici derrière la caméra. Dis bonjour derrière la caméra. Oh les amis, je suis ici cachée. Alors, ça va être super. On suit aussi le podcast, vous pouvez déjà le voir, c'est enregistré sur sa chaîne. Concernant l'affaire d'aujourd'hui, vous qui suivez Archivo Mysterio, vous remarquez parfois que j'adapte des scénarios de la chaîne de Gisèle, parce que je trouve les affaires incroyables, vraiment incroyables comme ça, vous comprenez, n'est-ce pas? Absurde maintenant, mais la façon dont elle les aborde, je trouve ça incroyable. Donc je demande toujours l'un ou l'autre pour pouvoir les adapter et les apporter ici, sur la chaîne. Dossier mystère. On s'est rencontrés lors de la première affaire, celle de Jassy Michu, il y a environ 3 ans. C'est un partenariat que nous avons depuis de nombreuses années. Depuis des années, nous sommes toujours restés en contact. J'ai 3 ou 4 ans, et c'est la première fois qu'on vient ici, qu'on se voit, on est heureux, n'est-ce pas? Je suis super heureuse d'être ici en Irlande. Je suis assise sur le canapé, et si vous n'avez pas remarqué ce canapé, ici, on a le même canapé, le même décor. Ici en Irlande, la chaise de travail aussi. Et en Turquie aussi, c'est génial, j'adore. Mais écoute, merci d'être venu, merci d'avoir accepté l'invitation de venir ici. C'est moi qui ai adoré, vraiment. J'ai adoré les amis, j'ai adoré le rencontrer en personne. Je suis un peu nerveux, sur ma chaîne. Merci beaucoup, vraiment. Merci, c'est moi qui te remercie, j'ai adoré. Tu veux dire pour eux, mon slogan? Ah, les messages sont passés, passons à l'affaire d'aujourd'hui. Mahsa Amini est née le 21 septembre 1999 à Sakis en Iran. Son père travaillait pour une organisation gouvernementale. Sa mère était femme au foyer et elle avait un frère cadet appelé Kiarashi.
Au début de l'âge adulte, Massa a été acceptée dans une faculté de droit poursuivant son rêve de devenir avocate. Mais malheureusement, ce rêve a été interrompu car en 2022, elle a perdu la vie dans un hôpital de la capitale de son propre pays. Avant d'expliquer comment elle est arrivée à l'hôpital et ce qui s'est passé, il faut d'abord contextualiser un point essentiel. En Iran, il existe des règles très strictes concernant le comportement des citoyens dans les espaces publics, ce qui sera expliqué ci-après. Elle est entrée en vigueur en 1979, après la révolution islamique. Cependant, ces règles sont restées en vigueur jusqu'en 2022, année de la mort de Massa. Et c'est à cause de cette affaire que certaines lois du pays ont fini par être modifiées, par exemple en ce qui concerne les vêtements. Toutes les femmes, quelle que soit leur religion ou leur nationalité, étaient obligées de couvrir la majeure partie de leurs cheveux en portant un hijab. Les épaules devaient également être couvertes, les bras au moins à partir des coudes et les jambes toujours jusqu'aux chevilles. De plus, les vêtements en général ne pouvaient même pas être serrés. Aucun citoyen ne pouvait consommer de boissons alcoolisées dans les lieux publics, et les démonstrations d'affection entre hommes et femmes étaient totalement interdites. Embrasser dans la rue, par exemple, entraînait une arrestation. Ce ne sont là que quelques exemples. Et, pour surveiller le respect de ces normes islamiques de conduite publique, il existait un département spécifique de la police appelé la police de la moralité. J'ai déjà parlé de cela dans le cas d'Ali Fazeli Monfaredeh, je vais laisser le lien de cette affaire ici dans la fiche ainsi que dans la description. Ainsi, le 13 septembre 2022, Massa faisait du tourisme avec son frère Kiarash à Téhéran, la capitale de l'Iran, et ils ont pris le métro. Il existe une photo d'elle prise quelques minutes avant que tout n'arrive, et on peut y voir que les vêtements que Massa portait respectaient toutes les règles de conduite publique. Elle portait un manteau large, long et noir, et sur la tête, elle portait le hijab, avec seulement une partie du côté gauche de ses cheveux et sa frange visible. Rien d'inhabituel par rapport à ce qui était exigé. Les deux sont descendus à la station Shahid Haqqani vers 6 heures du soir à l'extérieur de la station. La police des mœurs l'a abordée, affirmant que ses cheveux étaient trop visibles et que le pantalon qu'elle portait était trop serré. Kiarash a tenté de discuter avec les policiers, précisant qu'il venait d'une autre ville. Qu'ils croyaient tous les deux que sa tenue était appropriée, puisqu'elle suivait les mêmes règles dans leur ville, et qu'ils n'avaient aucune intention d'offenser les citoyens de Téhéran. Malheureusement, ces arguments n'ont servi à rien, et les policiers ont informé qu'elle serait emmenée au centre de détention corrective. Massa a commencé à être conduite avec une certaine force par le bras, jusqu'à une camionnette. À ce moment, quand son frère a tenté de la retenir et a affirmé qu'il n'avait pas le droit de l'emmener ainsi. L'un des policiers l'a poussé avec une telle force qu'il est tombé au loin et que son pantalon s'est partiellement déchiré. Ainsi, la police l'a mise dans la camionnette où se trouvaient déjà d'autres femmes détenues, pour les mêmes raisons, puis ils sont tous partis. Le centre de détention corrective est un endroit considéré comme un centre d'avertissement. Les personnes y vont pour être réhabilitées. Elles doivent assister à un cours, reçoivent des orientations et des instructions qui durent plus d'1 heure. Et tout cela sert de notification. Si elles enfreignent à nouveau les mêmes règles, alors oui, elles peuvent être arrêtées. Massa est arrivée à ce centre et sur les images du lieu, on peut la voir assise, attendant d'être appelée pour que le cours commence. Le frère était à l'extérieur, car seuls les contrevenants sont autorisés à entrer dans le lieu. Cet extérieur était assez mouvementé, car de nombreux amis et membres de la famille restaient là, attendant simplement que leurs proches sortent. Bien que le cours ne dure qu'un peu plus d'1 heure, personne ne savait exactement quand le prochain groupe commencerait, car cela dépendait du nombre de personnes arrivant au centre pour être averties. Peu avant 20 heures, l'heure de fermeture du lieu, les gens ont commencé à sortir, tout le monde est sorti, sauf Massa. Kiarashi, voyant les portes se fermer, a pris une photo d'elle avec son téléphone et a demandé aux gens dehors s'ils l'avaient vue à l'intérieur ou si elle était sortie. Certaines personnes,
ont dit qu'elle ne l'avait pas vue, mais une femme a dit quelque chose qui l'a complètement inquiétée. Elle a dit qu'elle se trouvait dans la même fourgonnette que Massa et qu'à l'intérieur du véhicule, l'un des policiers lui avait donné une gifle au visage et avait saisi sa tête avec force pour la frapper contre le côté de la fourgonnette. Dans le centre de détention, elle s'est sentie mal et s'est évanouie avant le début du cours. Massa avait été évacué des lieux par une ambulance. L'ambulance que Kiarashi a vue arriver au centre de détention 1 heure avant la fermeture. Mais il n'avait aucune idée que, lorsque le véhicule est reparti, sa sœur se trouvait à l'intérieur. Désespéré, le frère s'est rendu à l'hôpital et, en arrivant là-bas, il a simplement reçu l'information que Massa était dans le coma. À la réception, Kiarashi a reçu l'information que sa sœur avait eu une crise cardiaque alors qu'elle attendait d'être appelée en cours. Cependant, le fait qu'il savait que sa sœur avait été violentée dans le fourgon et qu'elle était maintenant dans le coma à l'hôpital le faisait croire que la responsabilité de son hospitalisation incombait aux policiers. Ses parents ont été prévenus et ont voyagé jusqu'à Téhéran pour l'accompagner pendant sa période de rétablissement. Le lendemain matin, alors que ses parents étaient déjà à l'hôpital, ils ont parlé avec le médecin responsable, qui leur a annoncé une nouvelle choquante. Il a affirmé que Massa était arrivée à l'hôpital dans un état critique, mais pas à cause d'une crise cardiaque. Elle présentait un saignement à l'oreille, ce qui indiquait clairement que quelque chose s'était passé à l'intérieur de son crâne. Elle était dans le coma, mais son cerveau luttait pour survivre. Dans les jours suivants, Massa ne montrait aucun signe d'amélioration. Une journaliste appelée Niloufar Hamed, qui se trouvait à l'hôpital et a été témoin de la tristesse de la famille, a discuté avec eux pour leur offrir un peu de réconfort. Cependant, soupçonnant également qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette affaire, elle a demandé si elle pouvait rester auprès de Massa pendant un certain temps et publier l'affaire sur Internet. Dans le but de rendre la situation publique, et les parents ne s'y sont pas opposés. Niloufar a publié un article sur une page d'actualité sur Instagram et la nouvelle est rapidement devenue virale, de nombreuses personnes affirmant avoir déjà été victimes ou connaître quelqu'un qui avait été victime d'abus de pouvoir de la part de la police de la moralité. Le 16e jour, 3 jours après son arrivée à l'hôpital, Massa n'a pas survécu. À seulement 5 jours de ses 23 ans, sa mort a été officiellement annoncée. Niloufar était à l'hôpital au moment où la nouvelle est tombée et l'instant où ses parents, en larmes, se sont étreints devant la chambre a été capturé par la journaliste qui a ensuite informé ses abonnés de ce qui s'était passé. La nouvelle est devenue sans nom viral, surtout parce que Massa, apparemment, ne violait pas les règles du pays. Comme elle était une personne ordinaire, sans lien avec des partis politiques, tout le monde a été touché, surtout parce que, tout comme cela lui est arrivé, cela aurait pu arriver à n'importe quelle autre femme. Pendant les préparatifs de l'enterrement, des publications sur les réseaux sociaux annonçaient une manifestation, même si la police bloquait les rues concernées. Des personnes ont réussi à franchir la barrière pour faire un dernier adieu. De nombreuses femmes présentes, soutenues par des hommes, ont retiré leur hijab en public, ce qui n'était pas arrivé depuis 1979, après la révolution islamique. Elles n'ont pas seulement retiré leurs hijabs, elles ont aussi commencé à les brûler. Si l'on considère qu'il était interdit de sortir dans la rue sans hijab et que ces femmes ont été capables de les enlever et de les brûler, c'était sans aucun doute un acte de courage incroyable. Sur sa pierre tombale, le message suivant a été ajouté « Cher Massa, tu ne mourras jamais. Ton nom deviendra un symbole. » Au milieu de tout cela, la police insistait pour dire que Massa avait quitté le centre de détention à cause d'une crise cardiaque. Cependant, le 19 septembre, l'hôpital a publié un tweet en tant que note officielle, informant qu'elle serait décédée à cause d'un œdème cérébral. Cependant, ce tweet a été supprimé quelques centaines plus tard. La situation de la police a empiré lorsque d'autres vidéos de surveillance du centre de détention ont été publiées. Et c'est à partir de là que Massa est vraiment devenu le visage de la lutte pour le changement dans le pays. Les
Les images des caméras de sécurité ont été publiées le 7 octobre, presque un mois après l'incident. Cependant, beaucoup pensent que toutes les vidéos n'ont pas été rendues comme ça du public, car il y a certaines lacunes dans les fichiers Twitter disponibles. Les premières images du métro montrent Mahsa marchant normalement dans la station. Cependant, il n'y a aucun enregistrement du moment où elle a été interpellée par la police. Les images suivantes la montrent déjà en train d'être placée dans le fourgon, puis dans la zone d'attente à l'intérieur du centre de détention. Elle reste assise pendant un moment, mais ensuite elle se lève et va parler à une policière. Sans son sur la vidéo, on ne peut connaître la conversation. Cette policière, quant à elle, se contente de signaler des erreurs dans la tenue de Mahsa, puis s'éloigne. Quelques secondes plus tard, Mahsa porte la main à sa tête et s'évanouit sur les chaises. Quelques minutes plus tard, des ambulanciers arrivent sans pour tenter de lui porter secours. La diffusion de ces images par la police visait à montrer que personne ne lui avait fait de mal et qu'elle avait réellement eu une crise cardiaque. Cependant, où sont les images de l'intérieur du fourgon ? Pourquoi quelqu'un ayant une crise cardiaque avec une douleur surtout thoracique porterait-il la main à la tête ? L'avocat de la famille les a même demandé l'accès aux images non publiées, mais la police a affirmé que tout ce qui avait été diffusé était tout ce qu'ils avaient en. La justification était que Mahsa et son frère avaient déjà quitté la station de métro et qu'il n'y avait pas de caméra autour. Concernant les caméras corporelles, la police a affirmé que toutes les caméras de tous les policiers impliqués dans l'intervention ce jour-là étaient déchargées. Quelques semaines plus tard, un autre journaliste a obtenu un document de l'hôpital, une image du scanner qui montrait la présence d'un œdème cérébral chez Mahsa. Il a évidemment publié l'image et cela a provoqué une grande confusion. Les autorités ont alors commencé à prétendre qu'elle était décédée à cause d'un ancien problème de santé. En effet, Mahsa aurait subi l'ablation d'une tumeur bénigne au cerveau lorsqu'elle avait environ 8 ans. Sa famille affirme toutefois qu'elle n'a jamais subi ce type de chirurgie. Au maximum, ce qui s'est réellement passé, c'est qu'à cet âge-là, Mahsa avait subi une chirurgie au laser à l'œil, rien à voir avec le cerveau. Et pour ajouter encore plus de confusion, le 13 octobre 2022, le chef du conseil médical d'Iran, Mohammad Haizadeh, a été accusé par plus de 800 médecins de collaborer avec le gouvernement pour dissimuler les véritables causes de la mort de Mahsa. Les membres du conseil se sont unis pour demander la destitution de Mohammad, affirmant qu'il aurait utilisé le prestige de sa position pour légitimer un comité d'enquête jugé peu fiable et opérant en secret. De plus, il a été révélé qu'un médecin influent du régime, le cardiologue Fereidoun Nouri, aurait tenté de falsifier des documents médicaux, suggérant que Mahsa souffrait de problèmes cardiaques préexistants, une version qui aiderait à justifier que sa mort n'a pas été causée par la violence policière. Il semble que toute cette agitation médicale n'ait été que des suppositions sans preuve, puisque Mohammad occupe officiellement son poste jusqu'à aujourd'hui, bien que sa réputation professionnelle ait été entachée. Au final, les autorités iraniennes ont maintenu la version selon laquelle Mahsa a perdu la vie à cause d'un œdème cérébral provoqué par cette opération qu'elle avait subie enfant. Et c'est la version qu'ils soutiennent encore aujourd'hui. Beaucoup de gens sont descendus dans la rue pour exiger une enquête sur l'affaire Mahsa. Les manifestations se sont finalement étendues à d'autres villes du pays où les gens portaient des pancartes et criaient dans les rues « Femmes, vie et liberté ». Tous demandaient que les femmes aient le droit de choisir si elles veulent ou non porter le hijab. Ils réclamaient également la restitution des droits qui leur ont été retirés après la révolution de 1979. Comme par exemple, les femmes mariées ne peuvent plus voyager à l'étranger sans l'autorisation de leur mari. En plus des manifestations dans les rues, il y avait aussi des actions numériques. Beaucoup de personnes se sont rendues sur les réseaux sociaux pour partager leur mécontentement face aux règles du pays.
Des vidéos de femmes se coupant les cheveux sont devenues virales, et pratiquement tout le monde utilisait le hashtag Mahsa Amini. Pendant plus de 5 mois, les manifestations ont continué et de nombreuses personnes ont perdu la vie lors de ces protestations. Il n'existe pas de chiffres officiels car il est très difficile d'obtenir des informations quantitatives officielles. Mais on estime que plus de 180 personnes ont perdu la vie en luttant pour que les choses changent dans le pays. Il est très important de souligner qu'une partie de ces vies était composée d'adolescents, comme Nika Shakarami, qui avait 16 ans lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle était debout sur une voiture, brûlant son hijab. Quelques instants après cette vidéo, elle a envoyé des messages à une amie disant qu'elle était poursuivie par la police. Elle n'est pas rentrée chez elle ce jour-là et seulement 3 jours plus tard, la police a informé la famille qu'elle avait été retrouvée sans vie dans une rue de la ville après s'être jetée d'un immeuble. Cependant, la famille n'a pas eu accès au corps car, selon les autorités, il avait été volé. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas remis le corps à la famille parce que, s'il avait été envoyé pour une autopsie, on aurait pu constater que la cause du décès était différente. Plus de 2000 personnes ont été arrêtées, beaucoup jugées et certaines condamnées à la peine capitale, dont certaines de ces sentences ont déjà été exécutées. Les exécutions ont eu lieu sur la place publique comme une tentative de mettre fin aux manifestations. En dehors des victimes de ces protestations, il y a 2 cas qui, à la suite de ces mouvements, ont eu un retentissement mondial. Le chanteur et compositeur iranien Shervin Rajpour a utilisé des phrases que les Iraniens eux-mêmes ont publiées sur Twitter pour composer une chanson. Des phrases comme « Nous n'en pouvons plus »,« Nous méritons la liberté »,« J'ai peur d'embrasser la personne que j'aime »,« Je ne peux que pleurer ». Elles ont été utilisées. C'était des phrases aléatoires, mais elles ont été organisées comme de magnifiques paroles de chansons. Rien que sur YouTube, les 2 vidéos qu'il a postées de la chanson, dont l'une n'est que l'audio et l'autre le montre dans sa chambre en train de chanter. Avec les images des publications qui apparaissent à l'écran, cela fait plus de 4 millions de vues. La chanson a commencé à être chantée par de nombreuses personnes lors des manifestations et est devenue un symbole puissant après la mort de Mahsa. Cependant, après qu'il a officiellement sorti la chanson sur ses plateformes numériques et quelques jours après qu'elle soit devenue virale pendant les manifestations. Le 29 septembre, Shervin a été arrêté sous l'accusation de propagande contre le régime en place, accusé d'incitation à la violence. Sa libération est devenue un nouveau sujet réclamé lors des manifestations. Malgré la clameur, Shervin a été libéré en attendant son procès grâce à un accord, au paiement d'une caution et au retrait de sa chanson de ses plateformes. Cependant, quelques mois plus tard, il a obtenu l'autorisation pour que la chanson soit à nouveau disponible. Mais il lui était interdit de chanter ou de commenter quoi que ce soit à son sujet lors d'interviews ou sur ses réseaux sociaux. Cette interdiction a été remarquée dans le monde entier lorsque, en février 2023, il a remporté un Grammy pour cette œuvre, mais n'a pas pu être présent sur scène pour recevoir le prix. Shervin, jusqu'à aujourd'hui, attend toujours son procès. Un autre cas marquant fut celui des joueurs de l'équipe nationale de football d'Iran pendant la Coupe du Monde au Qatar, organisée entre novembre et décembre 2022. Eux, pour soutenir les manifestations, ont décidé de ne pas chanter l'hymne national avant le match. L'objectif était que le monde puisse les regarder, se demander pourquoi ils n'avaient pas chanté et, ainsi, prendre connaissance de tout ce qui se passait. Il a compris. Nous avons compris que les hommes aussi demandent des changements et s'engagent dans ce combat, pas seulement les femmes. L'Iran n'est pas un pays complètement machiste. Le problème, c'est que ceux qui sont au pouvoir commandent et ceux qui n'obéissent pas finissent en ne pas risquer leur vie. Lorsque les joueurs sont rentrés chez eux, ils se sont retrouvés face à un gros problème. Un mandat d'arrêt a été émis contre l'un des joueurs, Amir Reza Nasr Azadani, accusé d'un crime dont beaucoup pensent qu'il est innocent. Selon la police, il aurait participé à l'une des manifestations et aurait ôté la vie à 3 officiers.
Mais selon lui, sa famille et ses amis, Amir n'a assisté à aucune des manifestations en personne. Il était surprenant qu'il soit arrêté et accusé juste après le retour de l'équipe nationale en Iran. Il a été traduit en justice avec une demande de peine de mort. Mais en janvier 2023, il a été reconnu coupable et condamné à 26 ans de prison. Peine qu'il purge encore à ce jour. Et tout cela semble très étrange, parce que si pour le tribunal il a été reconnu coupable d'avoir ôté la vie à 3 policiers, 26 ans de prison n'était pas une peine vraiment suffisante. Il semble qu'Amir ait été encore un pion utilisé par le gouvernement pour tenter d'intimider le reste de la population. En 2023, malgré les obstacles apparents du gouvernement pour contenir les protestations, les manifestations ont eu un effet. L'actuel guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, 86 ans, dirige depuis 1989 un poste jugé supérieur à celui du président. Il a agi avec un geste de paix, en commençant à autoriser la libération de certains des prisonniers des manifestations. Il a également réduit le nombre de policiers qui effectuent la patrouille de la moralité dans le pays. Dès lors, dans Hansul, les femmes pouvaient n'en remporter le hijab, si elles le voulaient. Ce droit existe actuellement, mais c'est quelque chose de commun, car il n'a encore rien changé dans la loi. La règle existe toujours, et à ce propos, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Pour Gisèle Yudis, qui a été celle qui a présenté ce cas à l'origine, elle a une observation très pertinente sur la position politique et religieuse de l'Iran. Et vivant en Turquie depuis plus de 10 ans, elle maîtrise bien le sujet. Je crois qu'elle a une bien meilleure légitimité que moi pour parler de ce sujet. Et à propos de cette question dont j'ai parlé au début de la vidéo, n'est-ce pas, que je suis une chrétienne qui vit ici dans un pays musulman. Je vis en Turquie depuis bien plus de 10 ans maintenant. Je ne me souviens même plus depuis combien d'années je vis ici, mais ça fait vraiment longtemps que je suis dans ce pays. Avant cela, j'ai aussi vécu dans d'autres pays musulmans, donc je peux dire par expérience que la religion n'est pas le problème. Ici en Turquie, par exemple, nous, les femmes, nous avons le droit de porter le voile si nous le voulons, et si nous ne le voulons pas, nous ne sommes pas obligés de le porter. Tu vois beaucoup de Turcs aller à la mosquée pour prier sans le voile, mais quand elles arrivent à la mosquée, bien sûr, là, c'est obligatoire de le mettre à l'intérieur parce que c'est une question de respect, n'est-ce pas? Tu es dans la maison du Seigneur, donc tu te couvres pour entrer dans le lieu. Quand elle sort de la mosquée, elle enlève son voile et elle continue sa vie normalement. Une autre chose aussi très intéressante qu'on voit beaucoup ici en Turquie, c'est une fille qui porte un voile enlacé avec une fille aux cheveux colorés, même souvent dans la rue, tu sais, avec des vêtements totalement différents des siens. Je veux dire, l'une est extrêmement religieuse et l'autre ne l'est pas, et les deux s'entendent bien. Et une autre chose intéressante que j'ai découverte dans ce cas, c'est que j'ai regardé beaucoup d'interviews avec des Iraniennes là-bas en Iran pendant les manifestations et tout ça. Là-bas aussi, tu voyais ce que tu vois aujourd'hui en Turquie, n'est-ce pas? Il y avait des femmes voilées et des femmes non voilées dans la rue, l'une enlacée avec l'autre. Dans cette interview que j'ai vue, une dame portait le voile et elle a dit « Non, moi je le porte parce que j'y crois, tu vois, qu'il faut le porter. Mais si elle ne veut pas le porter, c'est son droit. » Donc, c'est pour ça que je suis ici dans la rue en train de me battre pour le droit de toutes les femmes, pour le droit de choisir. Une autre chose très intéressante aussi dans ces interviews que j'ai vues, c'est que beaucoup d'entre elles ont dit que même si elles y arrivaient, tu vois, mettre fin à cette tyrannie et tout ça, chasser ces gens du pouvoir, elle ne cessera pas d'être musulmane. C'est de ça que je parle, tu sais. Nous ne devons pas juger toute une religion à cause de l'erreur d'un groupe, et c'est aussi ce que veulent les Iraniens, c'est retirer ce groupe du pouvoir là-bas. C'est tout ce qu'ils demandent, que les règles là-bas, tu vois, soient plus souples et que les femmes aient plus de liberté dans le pays. Le cas de Marsa n'a pas encore été résolu. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent de présenter des affaires résolues, mais tout comme certains d'entre vous n'aiment pas les affaires non résolues. Les familles et des victimes non plus, et très souvent, c'est l'espace qu'elles ont pour que les histoires de ces victimes ne soient jamais oubliées. Bien que beaucoup pensent qu'on sait que cette affaire ne sera jamais jugée, sa mort est vraiment devenue un symbole de lutte. Il y a un Iran avant et après son décès.
Mais il est très triste de savoir que des gens doivent encore mourir pour que les voix de leur groupe soient entendues.